Bonjour à tous, c'est notre premier rendez-vous géopolitique de l'année et il est encore temps pour moi et pour ceux que je n'ai pas vus depuis le début de l'année de leur souhaiter une belle année 2022 et une belle année avec Aspen. Nous avons pensé évidemment que, comme la France préside depuis le 1er janvier le Conseil de l'Union européenne, il fallait démarrer par ces thèmes-là et c'est la balle que Jean-Christophe Bas a reprise au bon pour ce matin. On le voit d'autant plus nécessaire que l'agenda est chargé, que le discours du président hier au Parlement a donné lieu à beaucoup d'animations, y compris d'ailleurs de sujets internes qui auraient pu ne pas être externes, mais je suis sûr, Jean-Christophe, que tu les commenteras, puisque l'élection présidentielle s'invite aussi dans les institutions européennes, et on pourra commenter ce point spécifique pour nous éclairer dans ce déjeuner toujours virtuel, et j'ai aussi l'impression que nos rencontres demeureront à distance pendant quelques temps. Nous avons deux grands invités, Monica Frassoni, qui a la particularité aujourd'hui de nous parler français tout en étant italienne, née au Mexique, avec des mandats belges. Donc, vous nous expliquerez toute cette histoire personnelle, mais aussi évidemment toute la façon dont vous avez vécu et co-présidé la montée du groupe du Parti des Verts au Parlement européen et comment est-ce que cette dimension s'y est installée, entre autres. Et puis Yves Mathieu, qui est cofondateur et directeur de Mission Publique et qui se définit comme une agence et une institution de participation citoyenne. Et je sais que le logo qui est derrière vous illustre cette démarche et je suis certain que vous allez le commenter. En tout cas, vous amenez une touche de verdure et de nature qui correspond au fond d'écran que Monica a derrière elle et de cette image d'Aspen que vous connaissez tous, chers membres et chers amis d'Aspen. Jean-Christophe, je te laisse animer cette discussion qui évidemment n'aurait pas lieu sans l'aide de nos amis de EY. Et je remercie Alain Pérou et tous ceux qui font partie de notre discussion ce matin. Jean-Christophe, c'est parti. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Et très heureux, effectivement, de commencer cette année 2022 sur un thème européen, comme on l'avait fait d'ailleurs l'année dernière, puisque la première séance de 2021 a été consacrée à l'Europe avec Jean-Dominique Giuliani. Donc, c'est aussi un signe de fidélité d'Aspen pour les questions européennes. Alors, on est très heureux aujourd'hui, effectivement, d'avoir deux champions, ou plutôt un champion et une championne, à la fois des questions européennes, mais peut-être et surtout je dirais, des nouvelles formes de démocratie participative. C'est également aujourd'hui un petit peu, je vais me permettre de le dire, un peu une histoire belge, puisque Yves est originaire de Belgique, que Monica est devenue belge également. Et donc, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Yves Mathieu, effectivement, c'est toujours intéressant de rechercher à la base, puisque vous avez dédié toute votre existence professionnelle à cette, je dirais, de repenser la démocratie, de penser la démocratie participative, la démocratie citoyenne. Et j'ai eu la curiosité de voir comment vous était venue cette inspiration. Et dans une séance de TED, vous racontez qu'effectivement, tout ça a commencé, je crois, le 20 mars 1983, parce qu'un chauffeur de bus ne vous a pas laissé monter dans un bus qui était à l'arrêt et que vous vous êtes insurgé, que vous avez considéré qu'effectivement, il fallait co-construire, développer de l'intelligence collective et participative, et que c'était comme ça qu'était née cette grande aventure pour vous de la participation citoyenne. Donc, vous nous en direz beaucoup plus tout à l'heure. Monica, effectivement, est italienne, mais a fait une grande partie de sa carrière, ou toute sa carrière politique, puisqu'elle a été élue en 1999 au Parlement européen, et a été pendant 10 ans la coprésidente du groupe des Verts avec Daniel Cohn-Bendit, mais élue en Belgique, aujourd'hui présidente du conseil municipal d'Ixelles, principale commune de la ville de Bruxelles. Donc, on est effectivement très heureux de vous avoir aujourd'hui pour nous donner cet aperçu sur la conférence sur l'avenir de l'Europe,
dont le président Macron hier, dans son discours au Parlement européen, a mentionné 2 fois. Alors, c'est intéressant parce que beaucoup de citoyens aujourd'hui européens ignorent cette conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été lancée il y a quelques mois et qui doit aboutir au mois de mai prochain, mais qui doit en tout cas constituer un saut qualitatif dans les prochaines étapes du développement de l'Europe. Le président l'a mentionné 2 fois hier, notamment sur le fait qu'il pourrait ressortir de cette conférence citoyenne le fait qu'il soit attribué au Parlement européen un droit d'initiative législative. Or, on sait que c'est un élément fondamental de l'Union européenne, c'est que ce droit d'initiative revient et toujours été le monopole de la Commission. Donc, ce serait effectivement une avancée extrêmement importante. Et le président l'a également mentionné sur les modifications possibles, souhaitables et nécessaires des institutions ou du fonctionnement des institutions européennes en vue de permettre ou de rendre possible l'élargissement, notamment aux pays des Balkans. Donc, cette conférence sur l'avenir de l'Europe a également été mentionnée de façon très explicite dans le contrat de coalition du nouveau gouvernement allemand, avec notamment cette définition d'un objectif d'une Europe fédérale. Donc là, on est en train de faire sauter un certain nombre de tabous. Voilà, donc simplement pour camper le décor, effectivement, Yves va nous donner effectivement à la fois un peu un aperçu de ce que sont ces processus de participation citoyenne, puisque Mission Publique a organisé notamment il y a 2 ans la conférence sur le climat à la demande du gouvernement français, mais également beaucoup d'autres processus bien au niveau local que national ou international. Et donc, je pense que c'est une occasion extrêmement intéressante aujourd'hui pour nous de nous donner un aperçu justement sur ce fabrique d'intelligence collective ou de co-construction des politiques publiques. Et Monica nous donnera sa perspective, à la fois en tant qu'élue locale, en tant qu'ancienne présidente d'un groupe au Parlement européen. Et je pense qu'à partir de là, on pourra avoir une discussion extrêmement intéressante. Yves, c'est à vous. Merci beaucoup Jean-Christophe, merci Jean-Luc pour votre message de bienvenue et merci Monica d'être là dans cette discussion et merci à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. C'est toujours important d'avoir un moment comme celui-ci, privilégié, dans lequel on puisse échanger sur une pratique émergente dans le domaine politique en particulier. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est effectivement de commencer par l'arbre qui est derrière moi, puisque vous en avez parlé, Jean-Luc, et vraiment merci à l'Aspen Institute France de cette invitation. Cet arbre a aussi une histoire bruxelloise, puisque c'est Lux Schuiten, les Français disent Schuiten, son frère François, auteur prolifique de bandes dessinées et consultant auprès du ministère des Armées, comme vous avez pu le voir, puisque des différents auteurs de science-fiction ont été invités récemment pour imaginer les guerres du futur. Donc, le Lux Schuiten a travaillé avec nous sur cette représentation d'une assemblée citoyenne. Donc, ce que vous voyez, c'est 168 citoyens et citoyennes qui sont assemblés en cercle. C'est un des principes de ce dont on va parler, c'est le principe d'égalité, égalité de temps de parole. Chaque personne qui est invitée dans ces cercles de délibération citoyenne sont sur le même pied et ont chacune leur place. Donc personne n'est en dehors du cercle et on part du principe que on n'est pas dans la représentation, là. On est dans une diversité qui est présente dans une assemblée comme celle-là, et cette diversité est invitée à s'exprimer pour conseiller les décideurs. C'est une logique où on invite des citoyens et des citoyennes tirés au sort à devenir conseillers du décideur. Et Lux Schuiten a représenté cet arbre qu'on a appelé l'arbre de la permadémocratie, parce que comme dans la permaculture, on a besoin de tout le monde pour faire que la démocratie fonctionne bien. Et vous voyez symboliquement, les racines de l'arbre se connectent à chacun des 168 citoyens présents autour de l'arbre et donnent ce magnifique arbre qui est l'arbre de la permadémocratie.
Et donc, quand je dis permadémocratie, c'est vrai qu'il y a eu quelques moments au cours des dernières années, comme cette convention citoyenne pour le climat, comme maintenant la conférence pour l'avenir de l'Europe, qui met en avant certaines formes, mais il y en a un grand nombre. Et ce qui est important dans une logique de permadémocratie, c'est qu'il y a énormément de formes, mais elles ont deux traits communs. Le premier, c'est la diversité des personnes engagées. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont élues, c'est vraiment des personnes, au mieux, c'est tiré au sort. Et donc, la diversité. Deuxièmement, c'est le temps. Parce que jusqu'au développement de ces pratiques de démocratie participative, mais le moyen de se connecter à la population, c'était les outils du marketing, des sondages, des groupes quali. Les sondages, c'est quoi? Les gens prennent 10 minutes pour répondre à 10 questions et on utilise ça pour se faire une idée de là où en sont les gens. Et là, c'est fini. C'est-à-dire que les panels dont nous allons parler pour la conférence de l'Europe, ils se sont réunis pendant 9 jours entiers. C'est-à-dire que les citoyens ne réagissent pas à chaud par rapport à des questions, vous êtes pour ou contre l'immigration, mais ils prennent le temps d'y réfléchir pendant 9 jours. Et les recommandations sont issues d'un processus de temps long. Donc ça, c'est les deux caractéristiques, c'est celle-là. C'est une assemblée diversifiée, mais qui peut être de 20 personnes comme de 200 personnes. Ce n'est pas le nombre qui compte. On ne sera jamais représentatif de la population, mais c'est une diversité qui s'exprime. Le temps est quelque chose d'important et il y a un élément qui est nettement moins sous la lumière de réverbère, si je puis dire. On a tendance à peu en parler. Donc, je vous propose ici d'insister plus là-dessus dans la présentation que je vais vous faire. C'est un moment où les décideurs donnent une considération aux citoyens et le décideur écoute les citoyens. On est donc dans un moment très particulier dans lequel les décideurs sont très peu souvent. D'habitude, le décideur s'exprime, en disant voilà mon programme au moment des élections, ou explique ce qu'il est en train de faire pour convaincre. Ici, c'est différent. Le décideur écoute. Et dans le cas qui nous concerne au niveau européen, on a un dispositif extrêmement innovant sur le plan politique. Je vais en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, pour continuer à poser le cadre et en 30 secondes, ce dont on parle ici, ça se passe à l'échelle micro-locale. Par exemple, la maire de Millau, 20 000 habitants, a récemment mobilisé des citoyens tirés au sort pour faire un audit financier de sa commune, pour que des citoyens soient invités à se prononcer sur les orientations financières de l'avenir. Et à l'autre échelle, il y a des assemblées citoyennes mises en place à l'échelle du monde, comme par exemple en 2015, avant la COP21, nous avons organisé une centaine de dialogues citoyens dans 76 pays pour faire remonter sur la table de négociation de la COP21 un point de vue citoyen sur les décisions à prendre. Et quand on fait ça, c'est un signe de confiance que l'on donne à l'intelligence collective des citoyens. Et on n'est pas là pour empiler des points de vue individuels comme on le fait dans des sondages ou dans des groupes quali. On est là pour qu'il y ait un processus de convergence et de délibération des citoyens qui, à la fin du processus, sont dans un dialogue sur des recommandations. Donc ça, c'est la base. Et on est dans un paysage, donc effectivement, Jean-Christophe, vous avez été très aimable de rappeler ma frustration initiale quand j'étais à l'école de commerce à Bruxelles, qui fait que j'ai dédié mon mémoire à cette question et que j'ai continué à travailler là-dessus. Mais le paysage français, le paysage mondial est en train de se transformer à ce niveau de manière fulgurante. Aujourd'hui, en France, on a pour la première fois un ministre de la participation citoyenne. Jusque-là, les collectivités avaient des responsabilités politiques. Maintenant, c'est au niveau du gouvernement. On a un conseil économique, social et environnemental qui, depuis la refonte de la loi, est en charge du dialogue citoyen à l'échelle nationale. Et on a également à l'intérieur des ministères une cellule qui œuvre pour que l'ensemble de l'infrastructure technocratique de l'État engage le dialogue citoyen de manière correcte. Parce que tout cela, ça n'est pas du bricolage, tout cela est soutenu par la science, sciences sociales et sciences politiques. Et rien qu'en France, il y a eu plusieurs centaines de thèses de doctorat sur le sujet au cours des dernières années. Et au niveau mondial, ce sont des milliers de thèses de doctorat. Il y a des universités comme l'Université d'État d'Arizona, Yale, qui en font un de leurs domaines d'action et de recherche. Et dans le programme européen de recherche et développement, la participation citoyenne aujourd'hui bénéficie de dizaines de millions d'euros d'investissement
pour qu'on ait une base, un corpus qui est partagé par tout le monde et que ce qu'on fait soit vraiment quelque chose qui soit installé de manière scientifique et que ça soit aussi puissant dans la capacité d'être pris en compte dans les processus de décision que l'ont été des méthodes scientifiques de sondage, par exemple. Et donc, dans ce contexte-là, on a une initiative absolument incroyable, sans doute le résultat du boulet du Brexit qui a frôlé à l'oreille de pas mal de décideurs européens. Les 3 institutions européennes s'engagent au début de l'année 2021 et ça s'est matérialisé par une joint declaration dans un processus commun tout à fait exceptionnel d'une conférence pour l'avenir de l'Europe. On a donc le Parlement, le Conseil et la Commission qui s'engagent et qui disent quelque chose de tout à fait étonnant positivement, c'est que cette conférence pour l'avenir de l'Europe va mettre au cœur les citoyens européens. Et donc on a un processus qui est lancé, qui fait un peu le parallèle avec le processus qui avait été présidé par Giscard au début du XXIe siècle, à la grosse différence que cette fois-ci, les sachants sont d'abord les citoyens. Et c'est un signal de considération qui est donné par les 3 institutions et qui invite les citoyens à s'exprimer de 3 manières différentes. Une manière en ligne, qui n'est pas un processus délibératif, mais il y a une plateforme en ligne, en 24 langues. C'est une innovation mondiale. Il n'y a jamais eu de plateforme comme celle-là qui permet aux citoyens de contribuer. Il y a des initiatives des États membres d'engager des panels et des événements nationaux pour dialoguer sur l'avenir de l'Europe. Il y a des initiatives d'ONG. Il y a eu à ce jour 4500 événements en Europe. Et d'ailleurs, je vous recommande en tant qu'Aspen Institute de faire en sorte que ce déjeuner soit référencé comme un des événements de la conférence pour le futur de l'Europe. Et on a également un autre dispositif très original qui est 4 panels citoyens de 200 citoyens chacun, venant des 27 pays, parlant 24 langues, sont mis en place pour discuter des 9 sujets que la Joint Declaration installe comme étant les 9 sujets au cœur de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Et on a donc un processus participatif qui est préalable aux discussions politiques entre les décideurs. Et ce processus qui maintenant est en train de s'achever puisque les 4 panels sont en train de se terminer. Donc, on en a déjà 2 qui ont terminé leur travail. On a déjà une centaine de recommandations de ces 2 panels. Elles vont être discutées à partir de demain à Strasbourg dans ce qui s'appelle la plénière. Cette plénière de la conférence pour l'avenir de l'Europe est la dernière brique dont je voulais vous parler. Et ça, c'est l'innovation la plus importante du processus de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Cette plénière est composée de pratiquement 450 personnes, des parlementaires européens, des parlementaires nationaux, des ministres, des commissaires, des représentants des villes, des régions, des syndicats et de citoyens. C'est-à-dire que les différents panels nationaux et européens envoient des ambassadeurs, 108 au total, qui sont au cœur de ce processus de dialogue qui est engagé depuis le mois d'octobre et qui va se poursuivre jusqu'au mois de mai. Et ces 108 citoyens sont en interaction directe avec les décideurs politiques qui constituent cette plénière. Et ça, c'est une assemblée hybride, c'est comme ça qu'on l'appelle en sciences politiques, une assemblée hybride à l'échelle de l'Europe, et c'est tout à fait exceptionnel. Les autres assemblées hybrides qui ont existé ont été à l'échelle de l'Irlande, quand il y a eu des panels citoyens qui se sont réunis sur des questions constitutionnelles, et le Parlement bruxellois qui a maintenant 5 assemblées hybrides par année avec un tirage au sort dans la population bruxelloise, et celle-ci qui est à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on a 108 parlementaires européens, 108 parlementaires nationaux, des ministres, 54 ministres, donc les 27 pays sont représentés, des commissaires, et les autres représentants représentent également toutes les forces organisées, syndicats, patronats, ONG de l'Europe. Et c'est cette assemblée plénière qui est invitée à écouter le résultat des panels et qui va transformer au travers de son dialogue, du dialogue qui va être institué à l'intérieur de la plénière, qui va transformer ça en propositions. Et ces propositions vont dessiner des lignes d'action qui seront ensuite
confiés aux 3 institutions pour l'avenir de l'Europe. Et voilà le processus qui est mis en place. Je voudrais, si vous me le permettez, je suis à 12 minutes 33, prendre 27 secondes pour symboliquement vous montrer les citoyens, parce que c'est un travail absolument magnifique qui est engagé par les citoyens. Je vous montre ici, on va parcourir ensemble les 3 sessions vécues par les citoyens. Donc là, chacun des 4 panels s'est réuni une première fois en septembre et en octobre au Parlement de Strasbourg. Ils ont fait connaissance, ils ont pris en main le sujet qui leur était confié par le processus. Donc, par exemple, un des panels travaille sur l'Europe dans le monde et les migrations. Ensuite, il y a une deuxième réunion du panel en ligne. Ces 800 citoyens se sont retrouvés pour poursuivre les discussions de leur sujet dans des groupes de travail en ligne pendant également 3 jours. Et il y a une session de clôture. Ici, vous voyez des citoyens réunis à Florence et à Natoline, à côté de Varsovie. Session de clôture qui les a conduits à adopter leurs recommandations qu'ils vont commencer à discuter à partir de demain dans la plénière. Donc voilà le processus. C'est une belle innovation politique. Évidemment, tout ça est imparfait. Dans la démocratie, les imperfections sont nombreuses, mais c'est ce qu'on appelle une démocratie augmentée parce qu'elle maintient les représentants là où ils doivent être, dans le rôle de discutants et de décideurs, et les citoyens, ils sont là plus qu'au moment du vote, ils sont là aussi pour discuter du contenu, pour se rendre compte de la complexité des sujets. Et comme certains le disent, puisque ce sont des gens tirés au sort dans les 27 pays, certains qui sont parfois très éloignés de la politique, ce qu'ils disent quand ils ont eu ces discussions, ils disent si c'est ça la politique, eh bien ça m'intéresse. Merci beaucoup Yves pour cette présentation à la fois sur la méthodologie, l'esprit de ces consultations citoyennes. Vous l'avez rappelé, effectivement, il y a eu le traumatisme du Brexit, il y avait eu le traumatisme en 2005 du rejet lors du référendum sur la Constitution européenne et ces critiques récurrentes, permanentes, depuis la création finalement de l'Union européenne, que ça a toujours été une sorte de processus qui était un top-down et qu'il n'y avait aucune processus, aucune démarche de bottom-up et que, je dirais, ça a été effectivement une critique récurrente. Aujourd'hui, vous apportez à travers cette méthodologie et une innovation tout à fait extrêmement intéressante. On aura l'occasion d'y revenir dans la discussion. Peut-être vous pourrez nous en dire un peu plus sur ces processus de tirage au sort. Vous avez fait une différence très claire entre la notion de représentativité et la notion de diversité. Je pense que ça, c'est un élément très important sur lequel on reviendra. Mais je voudrais immédiatement maintenant me tourner vers Monica pour qu'elle puisse nous donner sa perspective, à la fois en tant que, effectivement, élu local, mais aussi personne ayant exercé une responsabilité très importante en tant que présidente du groupe des Verts au Parlement européen, mais également, et je pense que c'est important de le rappeler, en tant que présidente du Centre européen d'appui électoral. Donc, tu n'es pas tout à fait étrangère aux questions justement de démocratie et de développement de la démocratie. Voilà, donc on est très heureux de t'entendre. Et puis ensuite, je demanderai déjà aux uns et aux autres qui souhaitent intervenir d'envoyer leurs questions, leurs remarques par le chat. Et donc, je me ferai l'interprète des questions des uns et des autres. Merci beaucoup Jean-Christophe. C'est un vrai plaisir d'avoir l'occasion d'être ici chez Aspen, aussi parce que moi j'ai l'occasion de collaborer de façon régulière avec Aspen Italia. Et donc ça me fait plaisir d'être ici et merci de l'accueil. Et évidemment, avec Jean-Christophe, on a une fréquentation d'il y a très, très longtemps dans différents chapeaux que chacun de nous a portés dans sa vie professionnelle. Alors, je vais aussi intervenir en tant qu'ex-présidente d'un parti européen, parce que je pense que c'est important aussi de souligner ce type d'expérience d'élu local. Et j'étais aussi impliquée à cause un petit peu de l'expérience de la conférence autour de l'Europe par le président du parti Partito Democratico qui s'appelle Enrico Letta, que sûrement vous connaissez.
et qui a mis sur pied en Italie un processus qu'il a appelé Agora Democratiche et qui ont comme but justement d'élargir la discussion du parti et pas seulement du parti, disons d'une alliance politique qui se porte candidate au gouvernement de l'Italie, mais en partant d'une considération des manques de qualité du débat public et des manques de participation effectivement au débat public. Et moi, on m'a demandé d'être un des observateurs indépendants de ces processus. Donc, c'est aussi à partir de là que je voudrais donner quelques petites réflexions, quelques petits points par rapport à ce qui a été dit. Alors, la première chose à dire, c'est que la conférence sur le futur de l'Europe est un processus qui, premièrement, n'est pas conclu, même pas du point de vue des procédures de décision. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent indéfinies et ces choses qui restent indéfinies déterminera, selon moi, son succès ou son insuccès. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les processus en tant que tel est parti évidemment avec beaucoup de retard parce que les trois institutions ne se mettaient pas d'accord sur qui devait présider cette conférence. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être connu et doit être aussi discuté parce que je pense que ça, c'est un gros vulnus au fonctionnement de cette conférence. On a perdu 1 an sur ça. Deuxièmement, il y a un problème du point de vue des méthodes de décision parce que les comités exécutifs dans lesquels les trois institutions sont effectivement représentées, et pas seulement les trois institutions, doivent décider à l'unanimité. Alors, pour moi, l'unanimité est le cancer de la construction européenne à tous les niveaux. Donc, on est dans une situation dans laquelle non seulement les trois institutions sont les propriétaires du processus, mais aussi ils doivent décider en étant tous d'accord. Donc, ça veut dire que la qualité de ce type de décision va être sérieusement entamée parce qu'il y a une différence fondamentale des perceptions et de finalités de cette conférence sur le futur de l'Europe. Il y a, et je pense que nous sommes parmi eux, ceux qui pensent que ça doit être le début d'un processus de réforme de l'Union européenne qui doit aller au-delà justement du blocage des vétos pour arriver de façon un peu créative, on peut en parler, à réformer l'Union européenne du point de vue de ses structures démocratiques et aussi de son fonctionnement et de ses compétences. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose que les citoyens, d'ailleurs, dans les discussions qui ont lieu, ont très bien en tête, parce qu'il faut se rappeler que les conseils avaient considéré que le seul but de cette conférence qui avait été lancée avec enthousiasme par M. Macron, le président Macron, et qui après avait été un petit peu caché par les conseils, pas très bien ficelé par la Commission et absolument accueilli avec enthousiasme par les parlements et son président David Sassoli. Et cette conférence est quelque chose qui devait, selon les conseils, justement parler que d'un petit ordre du jour dans lequel on parlait des priorités du Conseil pour les prochaines 2 années, une chose d'un intérêt absolument limité et qui a été balayée par, pas seulement les Covid, mais aussi par tout ce qui se passe autour de nous et aussi par le fait d'amener les citoyens à discuter de ce genre de choses amène directement à un élargissement aussi de la question. L'autre chose que je voulais dire, c'est que pour arriver après à faire quelques propositions, quelques considérations aussi d'avenir, c'est qu'il y a des gouvernements, il y a aussi des institutions qui considèrent que la participation des citoyens n'est pas un atout. Et c'est quelque chose dont il faut avoir un peu peur et dont il faut être un peu prudent et de bien ficeler. Et je pense, par exemple, le ministre italien, qui n'est plus là, heureusement, n'est plus là physiquement, politiquement, il est encore vivant, mais qui avait dit il ne faut pas impliquer les citoyens dans la discussion sur l'Europe. Il faut en parler le moins possible parce que ça, c'est une question qui est pour ceux qui savent.
Et donc, je pense que, l'atout, en fait, la possibilité de la conférence de futur de l'Europe d'effectivement aller au-delà d'un simple exercice formel est vraiment dans la possibilité de rompre une façon de discuter mode de décision qui d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, n'est pas complètement ficelé parce que pour le moment, on ne sait pas vraiment comment est-ce que les citoyens qui discutent dans les panels et qui après vont discuter dans la plénière pourront transférer ce qu'ils ont discuté au comité exécutif. Parce que pour l'instant, on ne prévoit même pas une réunion dans laquelle on peut approuver quoi que ce soit. C'est-à-dire, je parle, je propose, je sais que mes propositions vont aller ou bien dans une plateforme d'ailleurs qui a été visitée, utilisée par un nombre vraiment limité de citoyens, ou alors dans les panels des citoyens, mais on ne sait pas très bien comment est-ce que tous ces types de propositions vont se mettre en place. Donc, je pense qu'il y a deux urgences du point de vue de ceux qui participent dans cette conférence, ceux qui sont dans les savoirs, si vous voulez, ceux qui peuvent être impliqués, et c'est ça que le Parlement européen, si j'ai bien compris, va essayer de faire. La première chose, c'est de ne pas considérer les processus de la conférence sur le futur de l'Europe conclus le 9 mai. Parce que ce n'est pas suffisant, on a perdu un an. En plus, après l'an, il y a eu des mois pour savoir qui est nommé à faire quoi. Les panels citoyens se sont organisés et travaillent, mais comme je disais, il y a vraiment un problème pour savoir comment est-ce que ce qu'ils font après va être effectivement utilisé, va devenir, disons, utilisable. Et donc, je pense qu'on peut très bien considérer qu'il y a une première phase de la conférence sur le futur de l'Europe qui s'est conclue les 9 mai, mais il faut faire en sorte que les propositions des citoyens puissent, d'une certaine façon, se consolider, devenir quelque chose de lisible qui n'est pas laissé complètement à l'arbitre du comité exécutif qui a justement les problèmes de décider à l'unanimité. Donc, il faut qu'il y ait un moment où la plénière dit « Ok, je vous donne ces propositions » et après, les comités exécutifs peuvent regarder dans session publique et pas secrète, comme c'est le cas maintenant, les propositions en parlant avec les différentes entités, donc des représentants des citoyens, etc., qui vont participer à ce comité exécutif. Et après, on pourrait penser, il y a différents types de propositions qui peuvent être faites. Par exemple, on peut très bien se dire qu'au cours de la fin de 2022 jusqu'à la moitié de 2023, les différentes institutions regardent ces types de propositions et puis font leurs propositions en sorte de rapport ou quelque chose comme ça, qui après devient les sujets d'une nouvelle round des conférences sur le futur de l'Europe en préparation des différents congrès des partis européens et des élections européennes de 2024. Il faut être très, très, très précis sur une chose. S'il y a une expérience des participations citoyennes qui est foireuse, dans le sens que les citoyens se sentent complètement, qu'on se moque d'eux et qu'en réalité, ils font un exercice de participation qui coûte du temps, qui coûte de l'argent, qui coûte de l'effort, mais qu'après, ce qu'ils font, c'est complètement inutile. L'effet boomerang est très, très, très compliqué à gérer et très, très, très compliqué à rattraper. Donc, je pense qu'il faut vraiment redresser ce qui est en train de se passer à la conférence sur le futur de l'Europe. L'institution qui peut pousser là-dessus est sûrement la Commission européenne, mais surtout le Parlement européen, et c'est ça qu'il avait l'intention de faire. Mais j'attire vraiment l'attention sur le fait que s'il y a une participation qui n'est pas, disons ainsi, effective, qui a un impact, parce que le fait de participer, c'est parfait, mais il faut aussi avoir un impact, ce qui ne veut pas dire que tout ce que la conférence des citoyens dit doit nécessairement être appliqué, mais qu'il doit y avoir un processus à travers lequel les citoyens et les citoyennes comprennent pourquoi une certaine proposition a été reprise et une certaine proposition n'était pas reprise. Parce que moi, je suis, par exemple, sur la question, par exemple, de la conférence sur le climat, ici en France,
OK, il y a eu des choses qui ont été pas très, très bien, mais moi, je pense que c'était complètement du ressort du Parlement et du gouvernement français de décider d'accepter une partie et de ne pas d'accepter une autre. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas vraiment un problème. Dernier point, si je peux, Jean-Christophe, vraiment brièvement, c'est sur les questions des réformes. Donc, moi, je pense que les réformes de l'Union européenne sont urgentissimes et que la question de l'unanimité, c'est effectivement un gros problème énorme, ce qui bloque pratiquement toute discussion sur pratiquement tout, mais qu'il faut trouver des façons à pouvoir, je dirais même pas la contourner, à pouvoir la casser. Même dans les projets sur l'Union européenne de Spinel de 1984, il disait clairement qu'on devait faire un sorte d'accord entre ceux qui le voulaient. Et je pense donc que cette question de l'Union européenne à différentes rapidités, si vous voulez, doit être remise en pied dans le plat, parce que je pense que même la discussion sur les futurs, sur les pactes de stabilité, sur les budgets, sur la question fiscale, est complètement arrêtée ou bloquée par les questions de l'unanimité. Et en plus, comme vous avez sûrement entendu, la Pologne risque de bloquer toute une série de discussions si elle n'obtient pas l'argent du plan de reconstruction, et elle a le pouvoir de le faire puisque l'article 7 qui pourrait l'éviter et la suspendre dans son droit de vote n'est pas appliqué. Donc, je pense que aussi sur la discussion sur les compétences et les priorités, les citoyens sont en train de donner des indications très claires. Ça serait vraiment très négatif que même si les procédures ne sont pas très, très, très claires et même si plusieurs gouvernements, dont le gouvernement français, sont ultra, méga, ambigus sur la question de la réforme des traités, M. Macron ne l'a pas dit hier, tandis que les Allemands sont beaucoup plus clairs, je pense qu'on va droit dans les murs et surtout, on risque de faire devenir cette énorme tentative de participation, de consultation, une boomerang par rapport à la volonté des citoyens de sentir ces projets européens comme leur projet. Merci. Merci beaucoup, Monica. Je vois que tu parles toujours avec autant de passion et je m'en réjouis. Et merci d'avoir levé un certain nombre de points extrêmement importants, notamment effectivement ce point de dire que cette conférence citoyenne, cette conférence sur l'avenir de l'Europe ouvre des attentes citoyennes, légitimes, et que l'un des grands enjeux sera effectivement de voir comment répondre à ces attentes et ne pas détruire le processus de confiance qui peut être établi. Alors, je pense qu'avant d'ouvrir la discussion, j'aimerais peut-être que Yves puisse réagir à un certain nombre de points essentiels qui ont été évoqués par Monica, et ensuite on pourra ouvrir la discussion. Il y a un certain nombre de questions qui se posent déjà immédiatement, notamment on est quand même tout à fait conscient d'être aussi dans un contexte géopolitique extraordinairement confus et changeant, et qui nécessite aujourd'hui pour l'Europe peut-être d'être un peu moins nombriliste et de penser, enfin quand on pense à l'avenir de l'Europe, aujourd'hui on pense de plus en plus à l'avenir de l'Europe dans le monde. Et donc, est-ce que cette conférence sur l'avenir de l'Europe donne les outils, les instruments, le cadre nécessaire justement pour une réflexion sur l'Europe et sa place dans le monde, ou est-ce qu'elle est beaucoup plus tournée vers, je dirais, des questions plus internes? Ça, je pense que c'est une question également sur laquelle on reviendra. Mais Yves, je voudrais effectivement que vous puissiez peut-être répondre aux interrogations de Monica. Merci. Monica a mis le doigt sur un certain nombre de sujets qui sont effectivement fondamentaux pour laisser le temps pour des réactions. Il y en a un qui pose question, qui est, donc effectivement, la conférence est pilotée par un executive board et nous, notre interlocuteur, nous, équipe qui assurons l'accompagnement des citoyens dans leur délibération, on est accompagné par un common secretariat qui est une équipe de 18 personnes, 6 personnes de chaque institution, qui est si vous voulez, le comité de gouvernance. C'est vrai qu'il fonctionne à l'unanimité et que ça impose des contraintes, mais ça conduit, enfin ce que je vois moi de l'intérieur,
c'est que ça conduit à un apprentissage accéléré des institutions parce que chaque fois qu'il y a discussion entre les représentants des trois institutions sur des aspects de méthode, effectivement, tout n'est pas ficelé, une partie des choses s'écrit au fur et à mesure, mais c'est aussi une formidable occasion d'apprendre ensemble et de créer une manière de faire dans ce dialogue de l'Europe. Donc, il y a effectivement des incertitudes, mais en même temps, il y a du bénéfice à avoir cette forme de gouvernance où tout n'est pas arrêté et ça n'empêche pas les citoyens bien entendu, les citoyens l'interrogent en disant qu'est-ce que ça va devenir. Mais ça, c'est quelle que soit la concertation, les citoyens ont toujours cette interrogation. Et je pense que le fait de travailler ensemble, que les trois institutions travaillent ensemble pour arrêter la meilleure démarche possible sur laquelle ils peuvent s'entendre, c'est aussi une manière de créer la confiance. Je pense que si une des trois institutions ou deux des trois imposaient à l'autre la manière de faire, on n'arriverait pas à la même dynamique d'apprentissage. Parce que dans tout ça, tout le monde apprend. Les citoyens apprennent que, par exemple, traiter de l'Europe dans le monde, c'est une question complexe. C'est un des sujets, Jean-Christophe, qui a abordé. Et ils ont fini par avoir un débat entre eux, par exemple, est-ce que l'Europe doit être un modèle ou est-ce que l'Europe doit être un bon partenaire? C'était un des sujets amenés par les citoyens. Ils ont fini par trancher pour dire, dans le monde, et commençons par être des bons partenaires et on parlera du modèle après, mais ayant une position plus modeste. Donc, il y a des signaux qui sont envoyés par les citoyens qui sont extrêmement intéressants. Et ce qui compte, c'est de les entendre. C'est-à-dire que on entend bien, j'entends bien, Monica, qu'il y a des sujets qui sont clés, notamment le processus de décision à l'échelle européenne pour assurer l'avenir de l'Europe. Et les citoyens disent aussi beaucoup d'autres choses qui sont plus mineurs comme signaux, mais qui sont importants. C'est très important de les entendre aussi. Et tout ça est une histoire qui s'écrit ensemble. Et évidemment, des politiques vont dire qu'il n'y a pas de place à donner parce que l'Europe, c'est trop complexe et que les citoyens ne seront pas capables d'entendre. Et il y a des politiques qui disent, mais faisons confiance aux citoyens. Et il n'y a pas d'unanimité parmi les politiques, mais c'est vrai à l'échelle européenne, et c'est vrai aussi dans une municipalité. Quand je parlais avec la présidente du Parlement bruxellois au moment où ces assemblées mixtes ont été mises en place, les opposants les plus féroces de l'époque sont maintenant des alliés inconditionnels de la démarche, pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils l'ont expérimenté. Et ce qui se joue là dans cette conférence et dans cette manière de faire, c'est que c'est une expérimentation à une échelle jamais faite avant en termes de temps, d'attention donnée, et tout le monde est en train d'apprendre. Et ne nous arrêtons pas à une image. Ce qu'il faut voir, c'est le film qu'on est en train d'écrire pour l'avenir de la démocratie à l'échelle européenne pour les 50 prochaines années. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est en train de se jouer là. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur le calendrier? Parce que Monica évoquait notamment la question de se dire cette conférence ne peut pas se terminer le 9 mai, c'est un processus beaucoup plus long. Quel est, en tout cas officiellement, le calendrier? Est-ce qu'il y a effectivement un moment qui est prévu pour un rendu des propositions? Est-ce qu'il y a un processus qui est décidé pour les mois qui viennent? Parce qu'effectivement, je crois qu'il est important que les citoyens, que l'opinion publique et même les médias, puisque nous avons beaucoup de journalistes qui sont également avec nous aujourd'hui, aient une idée assez précise, je dirais, du déroulement qui est prévu. Donc, je peux vous donner la réponse du côté des citoyens. Donc, il y a donc 4 panels, il y a 9 sujets au cœur de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Vous les retrouvez dans la Joint Declaration. Ces 9 sujets ont été répartis dans les 4 panels et les citoyens n'ont pas choisi leur sujet. C'est aussi très important de bien se dire qu'ils ne sont pas là par affinité avec le sujet, mais ils ont été tirés au sort par rapport au sujet. 2 des panels, donc 4 des sujets sont déjà clos au niveau des panels citoyens et vous pouvez trouver les recommandations sur le site. Vous avez un onglet panel et vous y trouvez les recommandations. Les 2 autres panels se réunissent en février à Maastricht et à Dublin pour conclure. Donc, le côté panel citoyen sera clos fin février. Fin février, c'est fait. Après… Les 2 panels qui viennent sont sur quel sujet? Pardon. Tout ce qui est économie, jeunesse, culture, l'Europe dans le monde et l'immigration sont les 5 sujets qui vont encore être débattus. Et vous pouvez d'ailleurs assister, si vous allez sur le site du Parlement ou de la plateforme,
vous avez le programme, donc c'est le deuxième week-end de février et le dernier week-end de février, et les sessions d'ouverture et de clôture sont toujours diffusées en web streaming. Donc, si vous voulez goûter à ce moment, vous pouvez vous connecter. Donc, l'ensemble des 9 sujets auraient été couverts par les panels citoyens à la fin du mois de février. Après, la question du programme, c'est qu'est-ce qui se passe dans la plénière et comment les institutions se saisissent des propositions qui vont être issues de la plénière. Donc, il y a des sessions de la plénière qui sont prévues avec une étape charnière prévue le 9 mai de discussion et des propositions, mais je dirais que c'est là que l'histoire commence et c'est là que le processus que Monica évoquait est très imprécis à ce jour, puisque effectivement, on ne sait pas comment les propositions qui vont en sortir seront ensuite prises en main par les institutions. Et là, c'est l'histoire qui est à écrire maintenant dans le processus. Mais Monica, vous avez peut-être un complément par rapport à ce programme. Donc, il ne faut pas imaginer qu'un processus comme celui-là se termine à un moment donné. C'est vraiment, on nourrit la décision et j'espère bien que les 3 institutions, avec l'engagement qu'elles ont mis dans le process, vont s'en saisir et vont assurer que les propositions qui émanent soient non seulement mises en œuvre, mais que ça soit su et qu'on sache que c'était notamment le résultat d'impulsions citoyennes. Monica? Moi, je pense que cette dernière étape doit être définie avec une certaine clarté, parce que sinon les citoyens se retrouvent un petit peu à ne pas savoir très bien comment est-ce que leurs propositions vont être. Parce que pour l'instant, si j'ai bien compris, en tout cas, il n'y a pas vraiment de clarté dans la façon dans laquelle ces propositions vont arriver. Elles vont simplement arriver comme l'une après l'autre. Par contre, l'idée, c'était d'avoir un vote de la plénière pour faire en sorte qu'après, il y a quelque chose comme recommandé au conseil, parce que sinon, au comité, parce que sinon, toutes les propositions vont avoir le même niveau et il n'y a pas vraiment une consolidation de ce que c'est les résultats de ces propositions, de cette discussion. Et donc, la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a vraiment un espace de bataille politique qui doit se faire entre les institutions, dans le sens et aussi où il faut voir quelle est la position des différents gouvernements. Parce que, en fait, moi, ma préoccupation, c'est que la plupart parmi eux voudraient bien se libérer au plus vite possible de ces processus, mais qu'il y a très, très peu des connexions. Même le président Macron, hier, il n'a pratiquement pas parlé de la conférence au futur de l'Europe, chose qui m'a un peu étonnée. Mais en fait, les problèmes, c'est de savoir si les 3 institutions vont, de leur côté, faire quelque chose avec ces propositions qui peut-être vont sortir et que, puisque la moitié du Conseil, pour l'instant, ne veut pas avoir de réforme de traité, je doute très fort qu'ils pourront avoir un élément d'originalité particulière. Donc ça, c'est un petit peu ça, ma préoccupation. Et donc, je pense que les parlements doivent faire monter sa voix, une partie des gouvernements aussi, et la Commission aussi, pour ne pas mettre au placard ces processus en disant « bon, c'était beau, on s'est bien amusé, au revoir, on passe à autre chose ». Parce que je pense que d'ici 2024, il faut vraiment entamer un processus de réforme démocratique de l'Union européenne. Alors, je vais prendre une question notamment de Vincent Pillet qui nous dit qu'il regrette beaucoup que les médias ont très peu évoqué finalement cette conférence sur le futur de l'avenir de l'Europe et effectivement on en a relativement peu entendu parler et alors que c'est à l'évidence une démarche extrêmement intéressante et sa question est la suivante, c'est pensez-vous que ce processus de perma-démocratie permette de penser en européen, c'est-à-dire de développer une sorte de prise de conscience européenne. Et est-ce que vous avez, Yves, observé justement à travers ces panels, à travers ces discussions, qu'il y avait effectivement des prises de conscience citoyennes ou d'une citoyenneté européenne qui était en train de se développer? Oui, et même une citoyenneté mondiale, pour prendre la deuxième partie de la question de Vincent. Je vais vous donner un exemple extrêmement rapide. Ce dialogue citoyen que nous avons mené avant la COP 21. Donc 76 pays couverts par des dialogues citoyens, des pays du Sud, des pays du Nord, des îles, des continents. Et si vous suivez les réunions des COP,
sur le climat, vous avez toujours une fracture nord-sud avec des exigences du nord vis-à-vis du sud vis-à-vis du nord. Vous avez des fractures pays insulaires, continents qui apparaissent dans les négociations. Et je peux vous dire que les citoyens, quand ils ont répondu et qu'ils ont exprimé leur point de vue, ils se sont positionnés comme citoyens du monde. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les citoyens du Sud n'ont émis des positions différentes que les citoyens du Nord. C'est absolument incroyable. Une fois qu'on prend du temps et qu'on pose les enjeux à l'échelle où ils doivent être, les citoyens sont au rendez-vous et se mettent au bon niveau. Donc oui, ils ne raisonnent pas à l'intérieur de frontières. Ça, je vous le garantis. Et quand on a, je viens maintenant à l'échelle européenne pour vous raconter une anecdote, quand on a des pêcheurs grecs qui arrivent dans un panel de 200 personnes tirées au sort de toute l'Europe, très en colère contre l'Europe et l'humiliation qu'ils ont vécue pendant les années où la Grèce était mise à genoux, et qui, pendant 8 jours, entrent en dialogue avec d'autres Européens et se disent « mais ça, c'est l'Europe, et cette Europe-là, elle me convient ». Parce qu'en fait, il y a l'Europe qui est médiatisée et mise en scène politiquement, mais la véritable Europe, c'est des gens, c'est nous, et c'est le fait de se rencontrer, de se rendre compte que finalement, on veut la même chose. C'est-à-dire que les fondamentaux sont les mêmes. Après, comment on y arrive, on peut en discuter. Mais ce qui émerge là, c'est que les discussions, par exemple, on a eu évidemment tous les pays frontières qui sont les pays, par exemple, dans lesquels les migrants arrivent en première ligne. Les citoyens sont beaucoup plus sensibles à cette question-là. Mais très vite, les discussions tournent et rentrent dans la complexité des solutions à mettre en place. Ce n'est pas des fermetures, ouvertures des frontières, c'est beaucoup plus... Ils raisonnent en citoyens européens en prenant en compte la complexité. Donc oui, ça fonctionne. Et ce qui serait génial, moi je vous le dis, en passant, j'aimerais beaucoup que les 27 chefs d'État prennent 9 jours entre eux pour mener une concertation comme les citoyens le font. J'aimerais voir ce qui en sort et je pense que ça aiderait à débloquer certaines choses. Ce qui ressort à l'échelle, c'est qu'il y a une démarche intéressante, il y a effectivement un appétit, que l'exercice est utile. La question sur laquelle naturellement on peut s'interroger, c'est de se dire que ce qui est fait là est un peu, je dirais, quasiment microscopique, c'est-à-dire c'est un peu un échantillon, et je pense que le véritable enjeu, et en tout cas c'est ce qui ressort d'un certain nombre de commentaires que nous recevons, c'est comment peut-on passer à plus grande échelle, c'est-à-dire, autrement dit, c'est le scaling up. Là, il y a une innovation, je pense qu'il faut la reconnaître, et on apprécie beaucoup le fait aussi que vous nous ayez parlé de façon très transparente et qu'à l'évidence, l'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est une sorte de dispute un petit peu entre les différentes institutions qui ont essayé de tirer un peu la couverture à elles. Mais je pense que ce qui compte, c'est effectivement le fait qu'il y ait eu cette démarche. C'est une approche, c'est tout à fait nouveau dans le processus d'intégration, de développement de l'Union européenne, mais on est encore vraiment à une échelle microscopique. Comment est-ce qu'on peut, à l'horizon peut-être de 3 ans, de 5 ans, imaginer qu'au lieu d'avoir un panel, alors vous nous disiez peut-être, mais c'est à vous de nous dire, Yves, puisque vous êtes l'expert justement sur ces questions, que ça n'est pas tellement le nombre qui compte, mais peut-être la qualité de la diversité des personnes. Et donc peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous voyez les choses sur ce plan? Il y a 2 choses sur ce plan. C'est 1, il y a la question de l'impact, et 2, le scaling up. Donc, l'impact, c'est effectivement, là, le nombre n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on ait une diversité présente, et souvent la diversité de tirage au sort est plus importante que la diversité des représentants. Donc, on a une diversité, on a des recommandations, c'est discuté, et on a une suite. Ça, c'est la ligne dont parlait Monica tout à l'heure. Et ça, c'est important parce que si ça fonctionne bien, ça crée une histoire qui va donner confiance pour le coup suivant et qui va permettre que des opérations de ce type-là, mais dans d'autres formats,
se répète et qu'on continue cette forme de dialogue et cette forme de considération mutuelle. Les politiques vis-à-vis des citoyens, on ne les voit pas le jour du marché, 15 jours avant les élections, on les prend en plein milieu de la période où d'habitude on ne les écoute pas autrement que par des sondages, et c'est aussi de la considération des citoyens vers les politiques, parce que les citoyens se rendent compte que l'histoire est beaucoup plus compliquée. Mais ça, c'est une aventure partagée par 800 personnes. On est donc dans de l'homéopathie politique quand on fait ça. Et la question du scaling up, c'est quelle est l'histoire qui se raconte, quel est le méta-récit qui peut se raconter. Et ça, pour ça, on a besoin de médias. Et là, on a de plus en plus de médias qui s'embarquent et ça dépend évidemment de l'attention que vont donner les médias. Et on a un problème, c'est que des citoyens qui dialoguent, ça n'intéresse que peu les médias. S'ils se prenaient le chou et qu'ils s'envoyaient des noms d'oiseaux, les médias viendraient sans doute plus. Mais on a des journalistes qui commencent à rentrer dans cette intelligence collective, qui prennent le temps. Ce n'est pas des journalistes qui viennent pour une journée, pour une heure, c'est des journalistes qui viennent pour une journée, 2 jours, qui viennent à chaque rendez-vous et qui vont eux-mêmes entrer dans ce processus d'intelligence-là et qui vont pouvoir le refléter à l'extérieur. Et ça, tout ça va prendre du temps. C'est dans les 25 prochaines années que ça va se jouer. Et il y a aussi il y a une invention à faire sur les formes de médias. Mais on voit bien, vous l'avez dit, Monica, la plateforme n'a pas amené des millions de personnes. Il est nécessaire d'imaginer comment les nouveaux médias peuvent interférer peuvent valoriser ces types de process, comment on peut les embarquer dans ces types de process. Donc, je n'ai pas les réponses à cette question. Ce qui est intéressant, le méta-message derrière, c'est on peut faire la politique autrement. Ça, c'est le méta-message. Les politiques peuvent prendre une autre position et sortir de leurs idées qui sont là pour convaincre, mais qui sont là pour écouter. Les citoyens sortent de l'illusion que ce n'est qu'au moment des élections qu'on va les chercher. Donc tout ça raconte une méta-histoire intéressante, mais qui est vraiment à écrire à plusieurs mains. Et Pierre Rosanvallon, qui est ce professeur au Collège de France spécialisé dans les processus politiques, a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Le Parlement des invisibles », dans lequel il nous rappelle que l'intensité démocratique d'une société est quand les gens sont capables de projeter leur récit de vie individuelle dans le récit collectif qui est en train de s'écrire. Et je pense que si on trouve les bonnes manières de raconter ce qui se joue là à cette échelle européenne, et quand on le fait à l'échelle nationale aussi, mais quand on le fait à l'échelle d'un village ou d'une ville, c'est la même chose, ça aide les gens à se projeter dans ce récit collectif et on va gagner en intensité démocratique. Donc ça, c'est l'enjeu et on a besoin de tout le monde pour que ça fonctionne. On parle des journalistes, mais les entreprises également, dans leur contribution au dialogue sociétal. Les entreprises n'ont pas un rôle neutre par rapport à ça, soit au travers d'instances comme les conseils économiques, sociaux et environnementaux qui existent, mais aussi dans leur dialogue interne, dans le dialogue avec les syndicats et leur réflexion sur leur place dans la société. Tout le monde est en train de contribuer à cette méta-histoire qui peut améliorer le sentiment de vivre une démocratie, de faire en sorte que dans 50 ans, on n'aura pas fermé la parenthèse démocratique dans laquelle on est. Malheureusement, Monica, tu veux faire un commentaire rapide? Oui, je voudrais juste dire qu'il ne faut pas du tout penser de rater cette occasion de la conférence sur le futur de l'Europe. Il y a des graves problèmes et des graves insuffisances. Je pense que les membres même, les citoyens et surtout, je dirais, les parlementaires devraient vraiment s'activer pour réorienter les défauts qu'il y a surtout au moment de la conclusion et prolonger cette conférence. Je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire et il ne faut pas, parce que je ne pense pas qu'on puisse se contenter des, si vous voulez, des désirs de ce que va arriver dans le futur. Moi, je pense qu'il faut profiter de cette conférence, il faut faire en sorte qu'elle ne se conclue pas le 9, qu'il y ait une façon de décider quels sont les points fondamentaux au point de vue politique et point de vue réforme, et que tout ça soit pris en main, notamment par les parlements européens, parce que c'est la seule institution qui peut être intéressée à ça, pour lancer un processus de révision et réforme de l'Union européenne. Moi, je pense que c'est ça ce que doit être fait et de faire sentir aux participants de cette conférence qu'il y a une possibilité de changement. Et je pense que c'est normal que les médias ne s'y intéressent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de PEPS, il n'y a pas de visibles, si vous voulez,
agitation autour de ça. Et je pense que la façon de la raconter aussi, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, notamment s'il y a une certaine révolution, disons, qui s'organise dans la conférence. Ok, merci Monica. Malheureusement, on arrive au terme de cette séance. J'ai malgré tout encore une question pour Yves, très rapide. Si Monica, en tant que présidente du conseil municipal de Ixelles, veut encourager ses concitoyens à participer à la conférence sur le futur de l'Europe, ou si l'Institut Aspen, à travers ses 9 instituts dans toute l'Europe, puisque Aspen est effectivement présent dans beaucoup de pays européens, si Aspen veut jouer un rôle effectivement de catalyseur, comment peut-on encore et comment faire effectivement pour encourager nos concitoyens, nos membres, nos partenaires pour contribuer leurs idées, leurs suggestions et leurs recommandations? 3 choses. La première, c'est déjà, je m'adresse aux personnes qui sont avec nous. N'hésitez pas à suivre les sessions en ligne pour goûter à ce qui s'y passe. Donc, ce week-end, on va voir 4 fois 2 heures diffusées qui vont vous permettre de voir comment cette plénière fonctionne avec ses imperfections, mais ça sera intéressant de suivre. Ensuite, par du dialogue, je pense qu'on a chacun et chacune la possibilité d'inviter et d'inviter à des discussions sur cette question de l'Europe, soit en le versant directement sur cette plateforme, mais aussi en prenant contact avec ceux qui sont membres de la plénière. Ils sont tous très transparents, c'est qui est dans la plénière, en jouant un rôle d'influence, osons le dire. Donc il y a possibilité de mener des dialogues, mais je dirais la matière première, c'est mener des dialogues. Faites-le, réunissez des personnes et n'hésitez pas à jouer sur les 2 plans. Je dirais, le premier plan, versé dans la plateforme, ça sera analysé, ça contribuera, mais évidemment, il y a des milliers et des milliers de contributions. Et d'autre part, voyez comment vous pouvez ouvrir des dialogues avec les personnes qui sont dans la plénière et suivez. L'histoire ne va pas s'arrêter avec le 9 mai, l'avenir de l'Europe va continuer à s'écrire et il y aura des moments où ça serait essentiel. Donc, je terminerai avec ça. Vraiment, le message que nous donnent les citoyens quand ils viennent, il faut savoir que 2 tiers des citoyens, on a fait des sondages au début, ont pensé quand ils ont été appelés que c'était une blague. Certains ont même pensé que c'était des trafiquants d'organes qui allaient essayer de les enlever pour leur... Enfin bon, vous imaginez des histoires et la perception que ça a. Ça veut dire que cette question de dialoguer sur un sujet politique n'est pas encore quelque chose qui est inscrit dans le fonctionnement de la société. Et on a tous un défi là, qui est de faire en sorte que quand les gens reçoivent un appel en disant « vous avez été tiré au sort pour participer à une assemblée citoyenne », que ça soit Ixelles, que ça soit à l'échelle de l'ONU, que les gens disent « oui, je sais que ça marche, et je dis oui, je viens ». Parce que j'ai quelque chose à dire. Et là, quand on aura... Mais ça ne va fonctionner que par accumulation d'expérience. Et ça, c'est vraiment le défi qu'on a devant nous. C'est de faire en sorte, comme on a les jurys d'assises, tout le monde sait ce qu'un jury d'assises et qu'on peut être tiré au sort dans un jury d'assises. Quand on arrivera au même niveau de compréhension collective de l'intérêt de ce qui se joue là, cette nouvelle forme de dialogue citoyen et de considération politique, on aura gagné. Donc, on a chacun une brique à créer, à façonner pour ça. Allons-y. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Monica, merci Yves pour cette séance très passionnante qui en tout cas nous ouvre des perspectives nouvelles. Je pense que c'est à la fois un sujet très d'actualité, mais surtout très utile et peut-être une piste de réflexion pour Aspen. Peut-être pourrions-nous nous retrouver très bientôt pour réfléchir et voir comment l'Institut Aspen, à travers justement tout son réseau, et non pas seulement européen, mais son réseau mondial aux États-Unis, en Inde, au Mexique, au Japon, peut effectivement contribuer à apporter des éléments de réponse sur la nécessité de réinventer la démocratie ou en tout cas un système
libéral-démocrate qui est effectivement bien malade et je pense qu'il y a effectivement matière à réflexion là-dessus. Donc, je voudrais, au nom de Jean-Luc, qui est encore avec nous et je vois qu'il bénéficie d'un magnifique soleil à Monaco. Il faut choisir son lieu. On voudrait vous remercier très vivement, encore une fois, en espérant effectivement que ça n'est qu'un début de conversation, et puis vous dire également aux uns et aux autres, à l'ensemble des participants qui est restés fidèles jusqu'au bout, que les prochaines séances seront également très passionnantes. Nous aurons dans 15 jours, donc le 3 février, Roger Cohen, donc l'éditorialiste du New York Times et le patron du bureau chief de New York Times ici à Paris. Et donc, ce sera l'occasion de faire le point un an après l'élection de Joe Biden. Et nous aurons 15 jours après une autre séance très passionnante avec Pascal Boniface, avec qui nous parlerons de sport et géopolitique. Nous serons en plein milieu des Jeux olympiques et nous sortons de cette affaire aussi Djokovic et également nous allons avoir dans quelques mois le mondial de football au Qatar et ce sujet de sport et géopolitique est tout à fait passionnant, donc restez fidèles et on sera très content de pouvoir continuer cette conversation avec vous. À bientôt, merci beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Voilà.